Salut les graisseux. Alors aujourd'hui, vidéo consacrée aux éléments de transmission provenant des Lada Niva. J'ai l'occasion de vous faire une vidéo complète qui va traiter des différents éléments qu'on a sous les yeux. Donc on a boîte de vitesse, pont, transmission, arbre, boîte de transfert, pont avant, pont arrière. On a des supports, on a énormément de choses. Je vous ai fait une sélection de pièces complètes parce qu'elles sont toutes intéressantes pour vous décrire le fonctionnement exact d'une transmission 4x4 de Lada, parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs qui sont faites sur le principe de fonctionnement avec le blocage, vitesse courte, vitesse longue, 4x4 permanent, 4x4 pas permanent, tout ça. Donc il y a énormément d'erreurs qui circulent encore avec des personnes qui éventuellement achètent ces véhicules et ne savent pas tout simplement comment ça fonctionne et donc les utilisent, on va dire, mal. Et j'ai également la possibilité de vous montrer, avec tous ces éléments démontés, les différents points vraiment à vérifier et potentiellement tout ce qui peut casser. Sachant que ici, a fortiori, on va avoir énormément d'éléments qui sont concernés. J'ai essayé de tout rassembler avec justement une illustration à chaque fois par la vidéo, par l'exemple de pièces qui sont en mauvais état, qui ont des casses qui sont soit connues, ou soit assez exceptionnelles, mais surtout des casses auxquelles il faut faire attention et éventuellement peut-être traquer du jeu que vous pouvez avoir ou alors faire de l'entretien de façon préventive. Donc on va prendre tous les éléments les uns après les autres dans le sens depuis moteur jusqu'aux roues. Et à chaque fois, donc, je vais vous décrire chacun des éléments. Je vais tout chapitrer au niveau de la vidéo et je vais vous montrer également avec d'autres éléments que j'ai ici qui sont ouverts. On va aller un peu plus en profondeur au niveau par exemple des ponts. On va vraiment regarder comment ça se passe à l'intérieur. On va parler des différents ratios qu'on peut avoir. On va parler du fonctionnement de boîte de vitesse, transfert, flector. Voilà, toutes les casses qu'on peut potentiellement avoir. Donc c'est une vidéo qui va être assez longue. C'est pour ça que je vais la chapitrer. Et puis on va commencer tout de suite. Donc voilà, Lada Niva, original tanker from the Soviet Union. Donc tu te prends ta vodka et puis c'est parti. Alors, première des choses, ça va être de distinguer les éléments par leur appellation. Donc on a ici boîte de vitesse, la base, boîte de transfert, arbre de transmission arrière, arbre de transmission avant, pont avant, cardan, les deux là, support de pont. Et là, on va partir sur un pont arrière qui est un pont. Donc là, on a déjà un pont qui est rigide. Donc ça, c'est les montages que tu vas par exemple retrouver sur des landes assez anciens. Ça va être monté de la même façon où on va avoir sur des landes, on va avoir un châssis et puis on va raccorder des ponts rigides, typiquement du range classique, Disco 1, Disco 2, ce genre de choses. Donc on a des ponts rigides à l'avant, à l'arrière. Sur le Lada Niva, on est sur une caisse autoporteuse. Donc c'est pour ça qu'en général, malheureusement, ils ont tendance à pourrir. C'est un peu des voitures, on va dire, biodégradables. Et à partir du moment où la caisse est complètement pourrie, tu peux avoir des voitures qui sont complètement, totalement inutilisables parce qu'il n'y a plus rien qui tient au niveau des longerons, au niveau des différentes tôles, différents supports, ancrage, tout ça. Le pont arrière, donc bâti rigide comme ici, et à l'avant on va être différent, on va être monté avec un pont qui est avec une double triangulation. Je te remettrai une petite photo. Tu trouves triangle inférieur, triangle supérieur, et on va avoir un berceau. Voilà, donc on est un peu plus limité, on va dire, au niveau des débattements. On peut avoir des débattements qui sont assez intéressant au niveau de l'arrière, en jouant avec des cales et puis en déplaçant, en modifiant pas mal de choses. Même déjà d'origine, on a un véhicule qui est extrêmement bon au niveau de ses capacités en transmission. Donc là, je vais te faire une vidéo, je vais dire tout au long, dis donc, il y a énormément de casses, il y a énormément de choses qui peuvent foirer, c'est pas forcément merveilleux au niveau de la fabrication, tout ça. Bon, c'est vrai, ça reste du russe, c'était du low cost, on va dire, avant l'heure, c'était la voiture du peuple, le communisme illustré, tu l'as là, quoi. Mais malgré tout, au niveau efficacité en tout terrain, en capacité de transmission, de traction, le franchissement et la possibilité vraiment d'être ultra efficace sur tous les terrains, elle est là. C'est un 4x4 qui est vraiment performant. Tu lui mets juste 4 bonnes roues, 4 bons pneus et encore, même quelquefois avec des pneus lisses, tu vas passer vraiment très très bien. Si tu sais le conduire, tu peux énerver beaucoup de monde. Et évidemment, bon, tu traverseras jamais le Grand Canyon en ligne droite, que ça soit avec ça ou avec je sais pas, n'importe quoi, un truc boosté de la mort avec
compresseur, des roues et puis 1000 chevaux et puis des roues en 37 ou je sais pas quoi, oui, mais en fait non, tu peux être très efficace avec ce genre de mécanique. Donc loin de moi l'idée de dénigrer, parce qu'à conduire, si on sait le conduire, on peut vraiment aller très très loin. Donc voilà, on revient sur la base, boîte de vitesse, on va commencer par elle. Là il s'agit d'une boîte de vitesse en 4 vitesses, donc tu vas pouvoir trouver des boîtes 4 et des boîtes 5. Elles ont la même conception, si tu veux, au niveau des carters, de l'extérieur et tout ça, ça va présenter toujours plus ou moins de la même façon. Cloche, partie ici où tu vas retrouver toute ta pignonnerie, et ici sur les boîtes 4, voilà, elles sont un peu plus elles sont plus creusées ici au niveau du carter arrière comparé aux boîtes 5 où le carter va être légèrement différent. Mais boîte 4, boîte 5, elles viennent en lieu et place, tu peux les monter. Les rapports de vitesse vont être absolument identiques. Que ça soit 1, 2, 3, 4 sur les boîtes 5 ou boîte 4, ça va être exactement pareil. La cinquième va juste apporter, on va dire, une surmultiplication. Tu vas pouvoir tirer, avoir surtout le moteur qui gueule beaucoup moins quand tu as une boîte 5 qu'en boîte 4. Bon, on va pas se mentir, on plafonne quand même. La différence que tu vas avoir, ça va être au niveau de sa traverse ici, qui est à chaque fois spécifique au type de montage. Donc quand tu veux faire le passage de l'un à l'autre en boîte 4, boîte 5, assure-toi d'avoir bien la traverse qui va bien, parce que le support ici arrière est différent. D'accord ? Donc tu vas avoir ça. Je t'invite éventuellement, c'est à aller voir la vidéo que j'ai faite complète concernant la boîte de vitesse il n'y a pas longtemps. C'était une boîte 4 également, c'était pas celle-ci, où je te montre vraiment tous les points faibles. On prend la boîte en détail, elle est ouverte, on voit la pignonnerie en dessous, on voit la cloche ici qui est tombée. Je te parle notamment des roulements, le roulement au niveau de l'arbre d'entrée ici que tu vas pouvoir retrouver derrière. Voilà, donc là on est vraiment sur le montage basique. Donc tu vois, la mécanique, c'est pas des grosses mécas hein, au niveau des pièces, des usinages. Tu vois même ici au niveau du logement pour l'embrayage, on va pas avoir un disque qui est d'un diamètre vraiment extrême. Donc c'est pour ça que c'est pas un 4x4 qui... Enfin, tu peux le tartiner et puis passer en force, mais potentiellement tu peux avoir des risques de casse. C'est pour ça qu'il faut à la limite apprendre à bien le conduire. Et bien conduit, ça reste efficace, hein, ça il n'y a pas de problème. Donc boîte 4 ici, tu vas retrouver également cette boîte qui va être légèrement différente sur les séries Tinga qui sont montées avec les moteurs PSA, donc des XUD9. De chez PSA, le moteur qu'on trouve dans les 405 et puis des BX à l'époque, et puis enfin voilà, toutes les gammes PSA de l'époque, qui étaient montées pareil, donc avec les boîtes qui sont compatibles ici. Il faut juste que tu récupères la bonne cloche pour venir te recoller directement au moteur XUD9. Donc ça, c'était un montage qu'on pouvait trouver d'origine. Je te parle pas des montages en périquet qui sont modifiés avec des moteurs de Renault 21 en turbo D, où normalement au niveau du montage, je pense que la cloche était différente, ou alors ils avaient fait des platines d'adaptation, je sais pas trop. Mais c'était à l'époque où le diesel n'était pas fourni par le constructeur, et tu avais des constructeurs indépendants qui proposaient des kits de swap à l'époque, et puis qui passaient aux mines. Donc on a des Lada Niva Periquet qui ont été assemblés comme ça et qui roulent encore de nos jours. Et c'était voilà, c'était anciennement des 1600 en fait, qui avaient été modifiés post livraison concession par des clients particuliers qui passaient aux mines et qui étaient homologués par la suite. Donc voilà, au niveau de la boîte ici, au niveau du maniement, bon, tu peux avoir des problèmes de vitesse qui sautent, tu peux avoir des problèmes de synchro, des problèmes de mauvais verrouillage typiquement sur certains rapports. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Tu vas avoir également un problème ici au niveau de l'écrou qu'on va trouver derrière ce flector. Donc le flector en lui-même, j'en ai un autre qui est démonté là, je vais te montrer. Voilà ça, le flector, quand on dit le flector, c'est entre guillemets un manchon élastique que tu vas trouver, un élastique caoutchouc hein, que tu vas trouver et qui est accouplé ici en entrée de boîte de transfert. D'accord, donc pour continuer sur ce problème de flector, tu vas avoir un croisillon ici directement en sortie, donc lui, bon, souvent ils sont pas graissables, donc quelquefois quand ça a été modifié et remplacé, on trouve des croisillons graissables. Le problème étant de réussir à passer au niveau de la tête pour aller le graisser assez fréquemment. Quelquefois tu es malheureusement obligé quasiment de démonter, d'incliner pour pouvoir passer avec la tête de ta pompe à graisse pour aller mettre une giclée de graisse là-dedans. Bon, c'est ce qui fait que majoritairement ils ont des problèmes
Et tu vois, il faut vérifier, là par exemple celui-ci, au niveau de l'articulé, c'est pas... Voilà, ça force un petit peu, et puis tu peux avoir un petit peu de jeu. Donc là, tu vérifies à cet endroit-là. Typiquement, bah, regarde ici, sur celui-ci, il est concerné, il y a un problème. Voilà, tu vois ici, au niveau de la cage, est-ce que tu vas bien le voir? La cage du croisillon, celle-ci, elle est flinguée. Voilà, normalement, tu le vois bien. Voilà. Donc ça, c'est en mauvais état. Et typiquement, tu peux avoir des manchons élastiques ici, flecteurs, qui se fissurent complètement. Bah, il suffit de regarder, hein, tu vois. Tu vas avoir... Alors même des neufs, hein, quelquefois, moi j'en ai déjà monté quelquefois des neufs. Et puis 2000 km plus tard, bah, c'était encore fissuré. Donc tu peux littéralement les exploser, hein, vraiment casser en deux. Parce que par exemple sur des montages, on va dire plus sur des voitures allemandes, typiquement en sortie de boîte de BM, Mercedes, souvent tu es monté également avec un flecteur comme ça, mais évidemment la qualité c'est pas du tout la même chose. On a des flecteurs qui peuvent faire des 300-400 000 km. 300-400 000 avec ceux-là en Lada, je pense pas. Et puis bon, tu vois au niveau de l'usinage, c'est pas merveilleux. Donc le flector et l'écrou ici de serrage au niveau de la tripode de sortie de boîte qui peut se desserrer. Donc là, deux solutions, soit tu peux le souder, c'est possible, ça fonctionne. Le problème étant que quand tu veux redémonter, il faut découper ton point de soudure, mettre un petit coup de disqueuse pour pouvoir ressortir le tout. Ou alors tu peux simplement le coller à la Loctite. Là tu te refais la vidéo complète concernant la boîte de vitesse et bah, tu auras davantage d'informations. Donc boîte de vitesse à manier vraiment avec tact. De toute façon, tout ce qui va être conduite au niveau 4x4, ça se conduit pas comme une voiture. Il faut avoir le temps justement, si tu veux, au niveau de ton mouvement. Bah, c'est simple, hein. Tu vois un petit peu entre ton moteur, donc ici côté embrayage, le passage dans ta boîte de vitesse, et puis tout le chemin qui reste encore à parcourir pour arriver aux roues, hein, que ça soit devant, derrière, il faut réussir à faire passer et si tu veux avoir ce mouvement qui se transmet sur la totalité de tes pièces qui vont être en rotation. Ce qui est extrêmement plus complexe, plus fourni que sur des véhicules de type classique, quoi. Une berline, entre guillemets, quand on dit une plate, quoi, une voiture toute simple, bah, souvent la boîte de vitesse et le pont, entre guillemets, tout ce qui est différentiel et tout ça, c'est en une seule unité et tu ressors directement avec tes deux cardans sur une traction par exemple, et puis tu emmènes directement ton mouvement aux roues. Donc si tu veux, tu as beaucoup moins de distance et de pièces en mouvement à solliciter, et donc c'est plus facile également d'avoir une conduite, on va dire entre guillemets un peu plus sportive. Sur des 4x4, en fait, quand tu ressors d'un 4x4 de ce style-là, qui en plus est très ancien, très archaïque, qui fait beaucoup de bruit, et que tu remontes dans n'importe quelle bagnole, tu as l'impression d'avoir une sportive. Là, ça se conduit, c'est beaucoup plus agricole, c'est quasiment du tracteur. Et donc, au niveau de ta transmission, tu n'hésites pas à bien décomposer ton mouvement et à pas rembrayer encore une fois, comme un ours, quoi. Quitte à avoir vraiment cette capacité à chercher le point de léchage au niveau de ton embrayage et puis bien transmettre ton mouvement pour ne pas donner d'à-coup dans la totalité de ta transmission. À-coup qui, de toute façon, malheureusement, tu vas le repayer assez vite. Si tu as une conduite brutale, typiquement, c'est le flector ici qui va prendre, parce que lui, si tu veux, au niveau de son sens de rotation, il va avoir tendance à amortir au niveau des coups et à se déformer et à encaisser à chaque fois si tu as des mouvements un petit peu trop brusques. Voilà, bon, conduite, ça dépend, après chacun conduit comme il veut, et honnêtement, la plupart des Lada sont quand même assez maltraités, ça ne les empêche pas de fonctionner non plus. Mais voilà, ça peut expliquer quelquefois certaines casses. Alors, donc, au niveau des rapports, là, on a nos 4 rapports, plus la marche arrière, ou alors éventuellement nos 5 rapports, mais on va également, dans la foulée, passer sur la boîte de transfert, qui, entre guillemets, ici, va avoir 2 rôles. Elle va avoir un rôle de transmettre ton mouvement, déjà le démultiplier et de ressortir avec un engrenage ou une tulipe, une transmission vers l'avant et une partie transmission vers l'arrière. Donc si tu veux, tu rentres ici, voilà, et là quand je tourne, tu vois, tu vas avoir la partie qui est là. Attends, si je me mets au-dessus, tu le verras mieux. Voilà. Donc tu as ta transmission qui se fait de l'avant, de l'arrière, et tu as une démultiplication
boîte de vitesse longue et de vitesse courte. Donc tu vas pouvoir doubler ton nombre de vitesses. Si tu as une boîte 4, plus marche arrière, donc 5 vitesses, tu te retrouves avec 10 rapports, 2 marches arrière et 8 marches avant, entre guillemets. Et si tu as une 5 rapports, bah, tu vas te retrouver avec voilà, 10 rapports en marche avant et toujours 2 rapports en marche arrière. Voilà. Après, tu vas donc là, la commande au niveau des différentes vitesses, ça va se trouver ici dans l'habitacle au niveau du levier qui va être le plus vers l'arrière. Là, typiquement, tu es voilà, en vitesse longue. Donc, si je peux t'illustrer ça, c'est que ici, si tu veux, on va faire par exemple un tour et tu vas regarder ici en bas la vitesse à laquelle on tourne, la distance qu'on peut parcourir. Donc voilà, j'ai fait un tour complet. Et tu vois cette démultiplication qu'on a pu avoir. Si je me mets en vitesse courte et que je fais un tour complet également en entrée, et ben tu vois que j'ai parcouru moins de distance. Donc ça a démultiplié, et ce qui permet d'aller, si tu veux, chercher, surtout d'exploiter le moteur sur des plages où tu vas avoir une capacité à pouvoir réaccélérer plus bas ou aller plus vite monter dans les tours. Ta démultiplication est complètement différente. C'est un peu comme des boîtes de tracteurs. Tu peux avoir des boîtes quelquefois qui sont équipées par exemple uniquement d'une première qu'on appelle une première rampante qui remplace ces boîtes de transfert. Donc on sort directement et on va directement aux arbres de transmission. Et tu peux avoir une première qu'on utilise vraiment uniquement pour les toutes premières démultiplications, et tu enchaînes avec une première longue entre guillemets directement. Mais tu ne te retrouves pas comme ici avec la possibilité de démarrer par exemple en 4e courte ou en 3e courte suivant les besoins du terrain. Donc là tu as quand même beaucoup plus de possibilités d'utilisation de tes différentes plages de régime grâce à cette boîte de transfert. La boîte de transfert en elle-même, elle est extrêmement bien conçue. Honnêtement, des casses de Lada, j'en ai quand même vu dans tous les sens. J'ai toujours eu des Lada pour faire tout ce qu'on n'osait pas faire avec autre chose, parce que quand ça passe pas, ça passe quand même. Si tu le plies contre un arbre ou que... Enfin, c'est pas grave en fait. On s'en fout un peu. C'était fait pour ça. Et moi, j'ai pas de scrupule à le faire. Voilà, quand tu vas dans les bois, les machins, enfin... C'est fait pour ça, donc j'ai toujours utilisé ça. Et des boîtes de transfert, elles sont, c'est très rare d'en avoir des cassées. Il faut vraiment y aller. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais bon, il faut quand même y aller, il faut quand même forcer. C'est une boîte qui est vraiment extrêmement bien conçue. Les défauts que tu vas trouver dessus, ça va être pas vraiment au niveau de la boîte en elle-même, mais au niveau des supports que tu vas avoir ici, parce que ça c'est repiqué directement au niveau de la caisse, au niveau de la plateforme intérieure, au niveau plancher. Donc tu es tenu uniquement par des petites vis ici qui sont en diamètre 8, donc du boulon de 13. Tu vas avoir uniquement 4 boulons de 13, et normalement tu as des petites platines d'ailleurs d'épaisseur. Je t'en mettrai peut-être en vue insérée pour régler au niveau de son centrage, de son équilibrage. Bon, ça c'est un petit peu technique, il faut se référer au niveau du manuel pour éviter certains tremblements. Mais comme je disais, donc le problème étant que le plus souvent tu vas avoir ici ces fixations qui vont soit te passer au travers complètement parce que le plancher est complètement pourri, donc tu vas avoir ta boîte qui commence à... elle tient plus tout simplement. Ou alors tu vas avoir les planchers qui se découpent littéralement avec les vibrations, parce que on peut avoir des... c'est une tôle qui est pas si épaisse que ça, et si tu veux cet endroit là n'est pas renforcé non plus d'origine, donc tu peux avoir des planchers qui se découpent, des apparitions de criques, ce genre de choses. Ou alors tu peux avoir des personnes qui tout simplement ont pété les inserts qu'on a, les vis, les tiges qui descendent, et puis le filet est perdu. Donc quand c'est comme ça, il faut repercer et mettre des contreplaques à l'intérieur et ressortir des fixations. Donc le problème que tu vas pouvoir trouver majoritairement, ça va être celui-ci. Et après tu vas avoir des problèmes aussi quelquefois, c'est directement ici au niveau des commandes, où là tu vas avoir des casses qui sont dus tout simplement au fait que la boîte n'est pas entretenue comme il faut au niveau de l'extérieur. Elle a ramassé vraiment trop de saleté, ou alors elle n'est jamais utilisée au niveau de ses différents leviers, si tu veux, au niveau de la commande. Et on va forcer, et ça va amener à une casse
franche au niveau des carters directement. Donc comme là-bas, par exemple, sur cette boîte de transfert ici qui est en très mauvais état. Voilà, tu peux avoir une casse littéralement ici, donc là sur le principe de blocage. Ou après ça change, hein, c'est pas dramatique, il suffit de démonter là et de remettre une commande. Donc la boîte en elle-même est toujours exploitable, j'ai pas encore regardé dedans comment elle était, mais typiquement tu peux avoir ça. Et là tu vois ici cette poignée là, elle a commencé à courber complètement parce qu'on a quelqu'un qui est allé forcer dessus, mais bon pour l'instant elle s'est pas brisée. Et fais attention également quand tu vas à la limite essayer de sortir ce point de bascule ici, parce que si tu tapes dessus, tu peux littéralement casser également au niveau de l'alu l'insert que tu vas avoir ici. Une fois que tu as enlevé les petits circlips pour chasser directement la goupille, la tige que tu as au travers. Là, donc tu fais très attention. Lubrifie bien tout ça avant de faire quoi que ce soit, mais voilà, typiquement le genre de casse que tu peux avoir sur les boîtes de transfert. Sur la pignonnerie en elle-même, non, pas de tracasserie à avoir. Ce que je peux éventuellement te conseiller, c'est de regarder quelquefois les fuites que tu vas pouvoir avoir ici au niveau derrière les tulipes, au niveau des joints spi. Les niveaux à faire assez régulièrement. Donc sur celle-ci, alors c'est à l'avant normalement je pense, ouais, voilà, tu vas trouver ton bouchon de vidange ici et ton bouchon de niveau ici. Sur les boîtes de vitesse, hein, c'est la même chose, bouchon de vidange en dessous au niveau de la tôle directement, bouchon de niveau ici, et normalement tu en as un autre qui est caché là. Alors je sais jamais lequel utiliser, normalement il y a un autre bouchon qu'on peut retirer ici, donc à vérifier dans le manuel si c'est l'un ou l'autre, je ne sais plus. Et au niveau de la lubrification que tu vas pouvoir employer, que ça soit boîte de vitesse, boîte de transfert, pont avant, pont arrière, fonctionne avec une 75-90, une 80-90 ça va faire le boulot aussi, mais tu vas avoir un petit peu plus de difficulté à froid pour le passage de certains rapports, notamment en boîte de vitesse, où tu vas sentir que tes synchros vont avoir un petit peu plus de mal en hiver lors des premiers kilomètres, mais ça fait le boulot, ça fonctionnera, c'est pas pour autant que ça va... voilà, c'est agricole, 80-90, 75-90, tout ça, ça va fonctionner là-dedans. Et après, au niveau des fréquences, c'est des éléments qui ont tendance à quand même fonctionner, à être assez sollicités sur de l'usage tout-terrain, de l'usage 4x4. Donc en général, moi, les boîtes de vitesse, je partais sur du 20 000 km. Boîte de transfert, je montais jusqu'à 30-40 000, en fonction de l'usage, hein, toujours pareil. Et les ponts, pareil, je partais sur 40 000. 40 000 ou 30 000, c'est bien, parce qu'on n'a pas des contenances qui sont énormes, hein. Le pont avant va être à 1 litre, peut-être 1,5 litre, grand max, et encore peut-être 1,2 litre. À l'arrière, ça va être un peu la même chose. Il n'y a pas énormément de contenance dans tout ça, donc au final, vu le prix d'une huile en 75-90 ou en 80-90, c'est pas la peine de se priver. Et en général, il le rendra bien au niveau de sa longévité et de la remise en état et de la réutilisation des pièces si jamais on démonte et qu'on doit refaire, changer uniquement des éléments d'entretien, mais on pourra employer pas mal de choses qui seront sauvables si ça a été bien entretenu. Alors je continue et je termine concernant cette boîte de transfert. On a encore un élément dont on n'a pas parlé, c'est le blocage du différentiel entre guillemets central. Alors ça va demander un petit peu d'explication, notamment technique, par rapport au différentiel. On va avoir 3 différentiels sur le Lada Niva et on en a un seul qui d'origine va pouvoir avoir la possibilité d'offrir un blocage. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas sur la totalité des 4x4. Tu vas quelquefois avoir des 4x4 qui vont avoir des vitesses courtes, vitesse longue, vitesse courte, mais qui n'auront ni de blocage central ni de blocage de pont. Sur le Lada, on a quand même un blocage possible au niveau de la boîte de transfert. Donc c'est-à-dire que là par exemple, on va être bloqué. Eh bien, je vais avoir, quelle que soit ma motricité sur l'avant ou sur l'arrière, ma capacité des roues à motricer, on va dire, sur le sol, je vais avoir une répartition qui va être égale.
Donc je vais sortir le même nombre de tours à l'avant et le même nombre de tours à l'arrière. Pour chaque tour qui va être donné ici à l'entrée, quelles que soient mes conditions d'adhérence à l'avant ou à l'arrière. D'accord? Donc ça, le blocage central, ça va être à utiliser uniquement quand on va être face à un obstacle. Donc le mieux, c'est de l'engager quand même avant pour regagner en motricité et puis être certain de passer directement et d'éviter un plantage, de taper une marche arrière ou de s'enliser et de l'enclencher malheureusement trop tard parce qu'on sera, admettons, posé directement sur les ponts, sur les bâtis et puis on n'aura pas possibilité, même si on engage le différentiel et si on le bloque, de s'en sortir. Ne pas utiliser s'il n'y a pas de difficulté, ça sert à rien. Ne pas utiliser également si vous avez une bonne adhérence, typiquement sur du bitume. Vous êtes sur de la route classique, en roulage classique, sans forcer, sans problème de motricité. Vous roulez avec le différentiel central qui va être débloqué. Voilà, comme ça. Donc là, par exemple, le différentiel central débloqué, si je maintiens par exemple la partie avant ici, tu vois, je vais le faire avec ma chaussure, tu vois, j'ai la possibilité d'envoyer ma motricité uniquement à l'arrière. Et ça va être la même chose sur l'avant. C'est l'effet différentiel. Tu vois, donc là, voilà. Et si je veux contrer ce problème-là, je bloque. Toujours en longue, hein. Et là, voilà, je récupère ma répartition 50-50, quelle que soit l'adhérence que je vais avoir. Donc le différentiel et le blocage, tu vois, tu peux l'utiliser que ça soit en longue ou en courte. Il n'y a pas de règle. Tu peux très bien être en première ou deuxième longue et avoir besoin d'utiliser ton blocage. Ou alors tu peux, si tu veux, tu fais vraiment comme tu veux, hein. Tu as une capacité énorme à pouvoir choisir tes différentes façons d'envoyer ta motricité, que ça soit sur les rapports, l'utilisation de la plage de tes régimes, rapport court, rapport long, blocage ou pas de blocage, quoi. Donc ça, c'est entre guillemets un atout, un avantage et un atout technique qui va être génial en tout terrain. C'est ça qui fait en grande partie que le Lada Niva au niveau capacité de franchissement, combiné au différentiel, la conception même de la voiture, son empattement court, ses débattements, ce genre de choses, fait que c'est un véhicule de tout terrain qui est vraiment efficace. Donc voilà. Là, je t'ai montré le principe donc, du différentiel central. On va tordre le cou une bonne fois pour toutes au niveau de l'appellation 4x4 avec... Enfin, on a tous entendu, en général, quelqu'un qui vous dit ah, bah non, quand c'est comme ça, bloque le pont. Ouais, mais non. Sur le Lada Niva, ça fonctionne pas de cette façon-là. Ou alors qu'il te dit bah engage le pont avant et puis tu vas sortir. Non, ça marche pas non plus. Le 4x4 Lada Niva, quel que soit le modèle, c'est un 4x4 permanent. D'accord? Donc que tu sois sur route ou en tout terrain ou tout ça, tu vas toujours motricer sur les 4 roues. Tu vas avoir une transmission qui se fait avant, arrière, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui va être différent, on va dire, des conceptions, par exemple, typiquement des 4x4 japonais, où, par exemple, oui, on peut rouler en propulsion. Tu vas prendre tout ce qui est gamme Nissan, certains, enfin les Toyota, tout ça, je connais pas trop, mais ça doit être un peu la même chose. Suzuki, voilà, on va fonctionner de cette façon-là, où majoritairement, tu vas avoir position 2 longues, 2 courtes, 4 longues, 4 courtes, tu vois, et éventuellement des blocages. Mais le 4x4 Lada Niva, c'est un 4x4 permanent, au même titre par exemple que des Land Rover anciens qui étaient de type range classique par exemple. Disco 1, Disco 2, c'est des 4x4 permanents. Donc on fonctionne, évidemment c'est une conception un petit peu différente et la réalisation est différente, mais le principe va être absolument identique. On va être quasiment sur le même principe de fonctionnement. Pour comment dire, pallier et finir avec cette histoire de différentiel, donc tu as ici compris qu'on peut bloquer un différentiel de boîte de transfert.
D'origine, les différentiels qu'on va trouver dans le pont arrière ou dans le pont avant sont des différentiels qui ne sont pas bloquables. D'accord? Tu vas trouver éventuellement des kits, notamment pour l'arrière, où on va avoir par exemple des kits à option, c'est de la seconde monte, hein, c'était pas livré comme ça d'origine, mais on peut monter des différentiels arrière qui vont être à glissement limité. Donc là, tu as vraiment un truc, tu as l'arrière qui de toute façon va toujours avoir de la motricité. Et si tu bloques ici, là, plus le différentiel arrière, tu as un Lada qui est, je vais pas dire quasiment inarrêtable, mais bien conduit, tu passes quasiment partout, quoi. Et tu peux avoir également la même chose sur le pont avant. En différentiel à glissement limité également, tu peux avoir également des blocages de pont à 100% au niveau de l'arrière en pneumatique. Voilà, ça c'est des montages qu'on va trouver en seconde monte. Je te parle très rapidement également d'un kit qui existait. Alors d'origine, je viens de te dire, le Lada c'est un 4x4 permanent. Il existait un kit, je crois que ça s'appelait Promo Lada ou un truc comme ça, j'en ai vu une fois, qui permettait de débrayer le pont avant. Mais c'est de la seconde monte, et ça reste, on va dire, quasi anecdotique. On n'en voit pas tous les jours, je ne sais même pas si c'est encore fourni ou pas. Ça permettait de rouler en propulsion. Bon, c'est marrant. C'est marrant, ça a le mérite d'exister. C'est fun, quand on peut en trouver un, pourquoi pas. Et ça ajoute aux capacités encore du véhicule, où tu vas avoir vraiment une possibilité quasi infinie de répartition de tes vitesses, de l'usage, tout ça. Donc voilà, tu vois que c'est extrêmement complexe. Moi je vais te parler vraiment du montage qu'on trouve ici d'origine. Donc sur la boîte de transfert, on a fait le tour et là tu vas retrouver le petit interrupteur qui va allumer directement au tableau de bord quand tu vas avoir le blocage qui est engagé. Voilà, tu vas avoir cette partie là qui s'allume. Voilà, ça te met un petit voyant comme quoi le différentiel central est bloqué. Tu as remarqué également sur la boîte de transfert ici que tu as une position intermédiaire. Voilà, donc tu vois, tu as 3 positions. Boîte longue, neutre, boîte courte, d'accord. Et le neutre, quand c'est comme ça, ici on n'a aucune transmission qui se fait, donc là tu tournes complètement dans le vide. Voilà, tu vois, je peux tenir les sorties directement, mais on ne transmet pas. Voilà, donc là c'est bon. Et ben maintenant on va passer peut-être sur le pont avant et après on parlera du pont arrière. Alors, petit aparté, et pour en terminer sur cette boîte de transfert, ici au niveau de la manœuvre pour le blocage, bon, tu peux remarquer qu'on n'a aucune difficulté, vu qu'on est avec une boîte qui est démontée, on n'a aucune difficulté à engager le blocage ou à le désengager. En revanche, une fois qu'il est monté, qu'on a la boîte de transfert et que tout est monté sur le véhicule et que tu vas l'utiliser vraiment en tout terrain, que tu vas aller faire, admettons, un blocage sur un franchissement d'obstacle et que par la suite tu cherches à débloquer ce verrouillage de différentiel, tu peux quelquefois avoir des grandes difficultés à désengager le blocage. Donc ça, c'est ce qui peut mener au fait que les personnes ont tendance à forcer directement sur les commandes, ce qui amène encore une fois éventuellement à la casse ici, à briser directement, comme je t'ai dit, au niveau des supports. La technique pour vraiment réussir à désengager, le mieux c'est de retaper une petite marche arrière. Tu donnes un petit à-coup au moment où tu exécutes ta manœuvre de déblocage de différentiel. Ça souvent ça va permettre aux pignons et tout ça de retravailler dans un autre sens, de relâcher la pression que tu as créée à l'intérieur au niveau du verrouillage et ça permet de manœuvrer vraiment plus facilement. Ça fonctionne, moi ça a toujours fonctionné comme ça, et ça c'est pas dû uniquement à des véhicules qui sont usés, qui sont fatigués. Même des Lada neufs livrés de concession qui n'avaient pas de kilomètres, tu avais on va dire ce petit problème là. C'est pas un problème qui est propre au Lada, on peut le trouver également sur d'autres marques. Donc voilà, la petite technique, petite marche arrière une fois que tu as franchi, petit à coup, en appuyant et en forçant à ce moment là sur le levier, ça te permettra de débloquer. Alors, également, concernant cette boîte de transfert, il y a une combine également à savoir.
concernant des casses éventuelles que tu vas pouvoir un jour éventuellement rencontrer sur par exemple un arbre de transmission, ou si tu casses un des éléments de ta transmission, que ce soit par exemple un pont avant ou un pont arrière, ou un arbre qui se sectionne en deux, ou tu casses un arbre de roue ou un cardan. Alors la solution, pour pallier au fait d'avoir un différentiel qui va envoyer la puissance là où il a le moins de résistance, tu vas rester sur place si tu casses quoi que ce soit, vu que c'est un 4x4 permanent. La solution, c'est de démonter directement l'arbre de transmission de la partie avant ou arrière, suivant la partie qui est concernée. Si tu casses par exemple un nez de pont arrière, ou si tu casses un demi-arbre arrière, tu démontes ton arbre de transmission arrière ici directement en sortie de la tulipe, et également au niveau de la tulipe de pont. Si tu casses sur l'avant, que ce soit le pont avant ou un cardan, un joint homocinétique ou ce genre de choses, tu démontes la partie arbre de transmission avant de la tulipe jusqu'à la tulipe du nez de pont. Et par la suite, tu vas pouvoir venir verrouiller ta boîte de transfert et fonctionner avec ton blocage qui va toujours être engagé, et c'est la seule condition dans laquelle, on va dire, tu peux rouler et rentrer chez toi avec un différentiel central qui va être bloqué. Donc à partir du moment où ta transmission ici est démontée, tu vas plus avoir tu vas plus faire forcer les parties qui sont concernées au niveau de la casse éventuelle. Tu vas entre guillemets débrayer la partie qui est malade, qui est incriminée, et tu vas fonctionner soit en propulsion si tu as une casse sur l'avant, soit en traction si tu as une casse sur l'arrière. Et ici, au niveau de ta tulipe de boîte de transfert, la partie concernée va tourner tout simplement dans le vide, mais elle va être verrouillée, et si tu veux, tu auras toujours la répartition 50-50 au niveau de ton différentiel, et en réalité, tu vas envoyer 100% de ta puissance sur la partie où il reste de la motricité. Voilà, donc ça c'est vraiment la seule manip à faire. La seule condition avec laquelle tu peux rouler avec le différentiel bloqué, et puis tu règles, tu rentres chez toi, et puis tu peux procéder à la réparation, mais ça peut te sortir d'un mauvais pas. Donc voilà, différentiel bloqué ici directement. Alors pour la suite, donc une fois qu'on est sorti de notre boîte de transfert, il faut encore emmener notre mouvement et notre rotation vers l'avant et vers l'arrière. Entre la boîte de transfert et les ponts, ça va être le rôle des arbres de transmission qu'on va avoir là. Donc arbre de transmission avant, qui est plus court que l'arbre de transmission arrière. D'accord? Alors l'arbre de transmission, on va prendre celui de l'avant par exemple, il va se décomposer en, on va dire 2 ou 3 parties. Tu vas avoir, comme toujours, cette histoire de croisillon. Donc là ici tu as un croisillon qui est graissable, là il y a un graisseur derrière toute cette crasse. Voilà, donc tu sors directement, tu es raccordé là. Donc vérifier au niveau du jeu du croisillon que tu vas avoir ici. Croisillon au niveau de l'avant, pareil, graissable également, tu vois. Et il est graissable également sur cette partie là, parce que là on va être dans la partie coulisseau. Donc là ici tu vas retrouver des cannelures. Bon, celui-ci il est bien graissé, tu vois. Voilà. Voilà, donc là tu as de la graisse là-dedans. Je vais t'en montrer un qui est démonté là-bas. Tu vas comprendre comment c'est fait dedans. Et il est toujours, voilà, il est toujours en fonction celui-là. Enfin, il est toujours raccordé si tu veux. Donc là, voilà, c'est ça. C'est ce que tu vas trouver ici à l'intérieur. D'ailleurs, il est monté. Est-ce qu'il n'est pas monté à l'envers celui-ci? Ou est-ce que c'est moi qui me trompe? Non, c'est moi qui me suis trompé, je pense, là-bas dans le montage. Donc, tu m'excuseras. De mémoire, ça doit être monté comme ça, je crois. Ouais. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc là tu vas avoir tes cannelures, donc vérifie au niveau de l'usure. Bon, c'est relativement rare, à moins que ça n'ait vraiment pas été graissé depuis des années. Et le problème étant que, comme là, si tu veux au démontage, si tu repasses derrière certaines personnes, tu as des personnes qui ont tendance à le dégrafer ici directement pour gagner du temps. Donc on le déboîte directement en sortie de boîte de transfert, typiquement comme ici, tu vois. Voilà, et là, après, le problème étant que ça prend la rouille, tout ça, c'est pas génial, mais ça te permet de comprendre un petit peu comment c'est fait. Les différentes casses que tu peux avoir sur ce type d'arbre. Alors moi, j'en ai déjà vu des cassées nettes au milieu, ici. Ça, c'est déjà arrivé. Ça, c'est des véhicules qui, par exemple, se posent
tu fais du tout-terrain vraiment hard, et puis tu vas aller taper une roche ou un truc comme ça, et puis donc tu prends un coup en plein milieu, parce que c'est une tôle qui est... c'est creux, hein. Il est pas plein du tout. Donc là j'en ai déjà vu des cisaillés littéralement ici, et puis tu peux avoir comme toujours des problèmes de croisillon ici qui pètent. Donc là quand tu commences à prendre du jeu comme ça, faut se méfier, hein. Ça c'est vraiment traître, tu peux avoir des trucs, ça te découpe un plancher complètement, suivant la vitesse à laquelle t'es évidemment, hein, mais j'en ai déjà vu passer au travers des bagnoles. C'est assez impressionnant, vaut mieux pas être dedans, vaut mieux pas être dans le chemin de la casse, on va dire. Donc ça peut vraiment être impressionnant, et éviter d'avoir des problèmes ici au niveau des croisillons, parce que quand ça bloque ou que ça prend vraiment trop de jeu, c'est la partie la plus critique. Et tu peux éventuellement aussi avoir des problèmes au niveau des cannelures ici que je t'ai montré, où là typiquement à la rotation comme ça, tu vas sentir un jeu. Si tu immobilises cette partie-ci et que tu regardes le jeu que tu as là, les cannelures étant bouffées par exemple, ou pas suffisamment graissées, tout ça, tu vas avoir un jeu qui arrive ici. Donc typiquement, tu as un peu de jeu là, tu as un peu de jeu ici, tu as un peu de jeu là, puis tu as du jeu après dans les ponts et puis dans les demi-arbres. Tu peux littéralement avoir vraiment un jeu qui est horrible, et des à-coups, si tout cumulé, un truc qui est vraiment en mauvais état de partout, ça peut être assez impressionnant. Donc arbre de transmission arrière, arbre de transmission avant, et après on va repartir sur le même principe, avec un différentiel ici dans ce carter au niveau du pont avant, qui va retransmettre le mouvement au cardan qu'on a là. Donc là les cardans, tu vois, je les ai laissés en place pour te montrer au niveau de la rotation, avec effet différentiel d'origine qu'on ne peut pas venir contrer, parce qu'on n'a pas de système à glissement limité ni blocage. Donc si j'immobilise par exemple celui-ci, ma transmission elle va passer là où j'ai le moins de motricité, malheureusement, parce que en fait, si tu veux, tout ce qui va être transmission et envoi de mouvement, c'est des forces qui sont comment dire, je vais pas dire faiblardes, mais elles vont au plus facile, elles sont flemmardes. C'est comme la flotte, si tu veux. La flotte, ça passe toujours là où c'est le plus facile pour elle. Les transmissions, ça va être un peu la même chose. Là-bas, elle voit que ça motrice dans le vide, mais à partir du moment où tu commences à perdre de l'adhérence, en général, le différentiel, il envoie toute la puissance là où c'est le plus facile pour lui. C'est pour ça qu'on utilise les blocages. Le blocage étant là pour contrer et rendre l'adhérence sur la roue qui, elle, est restée en contact avec le sol ou avec un obstacle ou avec quelque chose sur laquelle elle va pouvoir... elle va pouvoir exercer sa motricité. Donc le pont avant, il va être ici sur cette pièce ici, usiné dans un carter en aluminium. Donc pour y accéder, on peut défaire, pour vérifier son état ici au niveau de la plaque frontale. Je vais te montrer typiquement les casques qu'on peut avoir, par exemple sur ce pont qui est ici. Voilà. C'est un pont qui est refixé directement, il vient se refixer sur des supports au niveau du moteur. Et typiquement, les inserts qu'on va avoir ici peuvent casser. Donc soit ils cassent à ras, comme ici, ou alors ils peuvent casser littéralement le bâti, le carter en lui-même. Et bon là c'est un peu plus délicat. Et on peut avoir des casses également. Alors je te parle uniquement de casses de carter ou de fixation autour. Tu peux avoir des casses directement ici au niveau des sorties, pour le raccordement de tes cardans, parce que tu vois, on n'est pas sur des gros axes, on est sur je sais pas si c'est du diamètre 8 ou 6, celui-ci c'est les écrous de 13, donc ça doit être du 8, et ceux-là ils peuvent littéralement se sectionner ici, donc que ça soit à gauche ou à droite, le cardan conducteur étant celui qui a la partie ici rentrante la plus longue. Voilà, mais après bon, cette partie ici, que ça soit droite ou gauche, elles sont compatibles. Tu peux faire tu peux démonter des cardans et transformer un cardan conducteur en cardan passager en récupérant la bonne partie à cet endroit-là. Ça, c'est pas encore ça le problème. Mais ici, tu peux avoir vraiment des problèmes de perte de ces fixations. Donc, si tu casses le goujon ou tu casses son carter directement, pour les renforcer, ce qu'on peut faire, c'est directement repercer à un diamètre supérieur. Alors tu peux pas aller trop loin non plus, hein. Tu peux augmenter un petit peu, mais pas énorme, et tu peux refaire des nouveaux inserts, des nouvelles tiges,
un diamètre un petit peu supérieur pour dire de renforcer un petit peu tout ça. Bon, ça peut être un petit peu mieux. Et donc, tu transmets ton mouvement à ta roue, enfin à tes roues avant conducteur, roue avant passager. Et donc tu viens recoller tes cardans dessus. Avant de te parler des cardans, je vais te parler de ce qu'on trouve à l'intérieur, parce que évidemment ici tu peux avoir des casses également à l'intérieur. Donc la suite sur les ponts, tu vas trouver plusieurs rapports de ponts. Quelquefois les personnes cassent des pièces de transmission et se disent oui, mais est-ce que la boîte est compatible, la boîte de vitesse, la boîte de transfert et tout ça, et ne s'inquiète pas des ponts. En réalité, les différences de ratio qu'on va avoir sur tous les Lada vont être situées dans les ponts, mais pas dans les boîtes ni les boîtes de transfert. Grosso merdo, tout ça, ça va être du plug and play, tu arriveras toujours à l'adapter. Tu peux également changer tes ratios de pont, ça c'est pas un problème. Le problème, il intervient quand tu as des ratios qui sont différents à l'avant et à l'arrière. Parce que si tu te souviens bien, je t'ai parlé de la boîte de transfert. Donc tant que tu es débloqué, bon elle, ça va aller, elle va compenser. Hein. Mais le jour où tu vas utiliser ton blocage et que tu vas lui forcer à donner une démultiplication et en plus à envoyer un nombre de tours dans ton pont avant et un nombre de tours dans ton pont arrière qui est égal mais dont les ratios sont différents, tu vas pas avoir la même démultiplication en bout de roue. Donc c'est pour ça que c'est important sur tous les 4x4 permanents d'utiliser déjà des roues qui ont le même diamètre, tant qu'à faire. Donc c'est pour ça d'avoir tous les pneus identiques sur les 4x4 permanents, c'est quand même c'est la base. Et surtout utiliser donc les mêmes ratios de pont. Les ratios, tu vas avoir de mémoire, on a du 10-41, du 10-43 et du 11-43. Donc à chaque fois, ça va être, je vais te montrer là-bas sur un qui est ouvert. Typiquement ici, on a un pont arrière, donc qui est en très bon état. Hein. Ça, c'est ce que tu vas trouver dans le bâti qu'on a là-bas. Je vais te montrer après. Donc voilà, ça c'est un différentiel, un nez de pont de la Daniva. Donc j'ai fait une vidéo également complète à une époque concernant les différents ratios. J'avais déjà averti à l'époque parce que le but était de partager et surtout d'éviter à certaines personnes de faire l'erreur et donc d'arriver à des casses successives, y compris des casses de boîtes de transfert. Majoritairement, les boîtes de transfert, quand elles lâchent, c'est que potentiellement elles ont tourné avec des ratios de pont qui sont différents. Et donc, pour t'illustrer ça, déjà, on va regarder au niveau du ratio. Alors le ratio, il va être gravé directement sur ta couronne. Voilà. Ici, tu vois, celui-ci, c'est un 10-41. Donc, 10 dents ici, là-bas, en pignon d'attaque, sur celui-ci, et 41 dents en couronne. D'accord? Donc 10-41, donc toujours marié, des ratios identiques entre l'arrière et l'avant. D'accord? Donc ne mets pas un 10-43 à l'avant, un 10-41 à l'arrière, ou un 11-43 à l'arrière, un 10-41 à l'avant et tout ça. Non. Si tu les changes par paire. Et si tu en casses un, tu t'arranges pour trouver le même. Ou si tu dois changer de ratio, tu changes les deux. Voilà. Donc là, en plus, au niveau de ce nez de pont, tu vas retrouver un principe de différentiel. Donc là, à 2 satellites. Celui-ci. Donc tu vas pouvoir avoir du jeu qui arrive un petit peu tout partout également. Donc à chaque fois que tu as des pièces en mouvement comme ça et que tu as des pièces qui se touchent, potentiellement c'est un jeu que tu vas pouvoir avoir. Celui-ci il est en très bon état. Donc tu vois, il n'y a pas de dents cassées ni en pignon d'attaque ni en couronne. Et tu n'as pas de jeu non plus ici au niveau de son différentiel. L'axe ici central également, il est en très bon état également. Donc ça c'est un pont qui est vraiment bon. Bon, il n'est pas neuf, hein, mais moi je vois pas de problème majeur dessus. Et donc tu peux avoir des casses qui arrivent directement ici, hein, au niveau des satellites et puis des planétaires. Et tu peux avoir quelquefois des casses directement ici. Alors ça c'est par exemple une entrée, un morceau de cardan. Donc ça c'est ce que tu vas retrouver ici directement là-bas logé au fond. Et tu vois, celui-ci c'est cassé net directement en sortie de pont. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de casse que tu vas avoir. Sur les cardans, je vais t'en parler après par la suite parce que tu as des différences au niveau des années. Typiquement sur les ratios, tout ce qui va être 1600
Et XUD9, donc les Tinga, les Periquet, les machins, tout ça. Donc les Periquet, c'est comme les 1600. Majoritairement, tu vas trouver des 1041 ou des 1043. Et sur le passage, on va dire en 1,7 litre, dès qu'il y a eu de l'injection, alors je sais plus si c'est sur les monopoints ou les multipoints, mais tu vas passer en 11,43. Donc ils vont tirer plus long. Voilà, les plus courts étant ceux des 1600. Donc après tu peux retrouver, hein, tu vas faire l'autre vidéo, j'avais mis le lien qui renvoie vers le site de mémoire, c'était Niva Venture, qui regorge d'informations, il y a tout sur le Niva, et tu vas trouver, tu vas pouvoir calculer les démultiplications que tu as, et tu peux justement aussi choisir ce qui t'intéresse le plus. Si tu fais par exemple de la pratique de tout terrain, typiquement on veut avoir les ratios de pont qui tirent le plus court possible. Donc voilà, aller piocher dans la banque de pièces pour faire le montage qui nous intéresse. Sur les nez de pont, donc bon, tu vois, c'est pas des grosses pièces, hein, par rapport à... Puis au niveau du poids, hein, c'est pas un truc de fou non plus. Je te garantis qu'un pont déjà un pont de Land Rover ou tout ça, tu le lèves pas de la même façon, et un pont de Patrol non plus. On n'est pas du tout sur la même taille des engrenages et tout ça. Donc ça reste des mécaniques qui sont un petit peu... Enfin, c'est pas surdimensionné, c'est pas incassable, mais enfin, bien entretenu et toujours pareil, hein, conduit comme il faut. Tu as un 4x4 qui est quand même efficace en franchissement, mais c'est pas incassable. Et c'est valable pour la totalité finalement des pièces qu'on va trouver sur le Lada, parce que bah, il y a les qualités d'usinage de l'époque, les aciers utilisés, les traitements, le dimensionnement des pièces et tout. Faut pas oublier non plus que c'était finalement un véhicule de grande diffusion. Ça a été vendu à, il faudrait que je remette, mais c'est énorme au niveau du nombre de millions d'exemplaires de ces véhicules-là vendus du constructeur Lada, que ça soit dans les anciens pays du bloc de l'URSS, bloc de l'Est, et puis tous les pays qui étaient, on va dire, sous contrôle de l'URSS à l'époque. Tu vas en Égypte et tout ça, par exemple, tu croises énormément de Lada Niva. Mais tu trouves également beaucoup de ces véhicules-là en berline, et tu as des pièces qu'on retrouve sur le Niva qui sont compatibles sur les berlines Lada également. Alors la suite, pour terminer, sur le pont, donc toujours pareil, tu peux avoir des fuites au niveau de l'entrée ici, au niveau de la tulipe, au niveau du joint SPI. Tu peux avoir également des problèmes, alors pas sur ce support là, donc ça c'est les supports que tu vas retrouver, qui sont les supports moteurs par lesquels on va venir se refixer directement. En fait, tu as ton moteur qui est ici, hein, sur un 1600. Et ton pont, il est tenu par directement ici, il est raccordé au bloc là et là, ainsi que les vis qui sont ici. Donc je te laisse imaginer au niveau du tremblement, hein. C'est, on va dire que bon voilà, c'est pas la conception qui a été faite pour épargner le bruit et les vibrations. Mais bon, c'était monté comme ça fonctionne, hein, c'est pas ça le problème. Mais typiquement, bah, tu vois, tu peux avoir ce genre de problème. Donc là, ici, on a une fissure. Donc là, ça a déjà été apparemment ressoudé. Je pense que c'est pas la première fois que j'en vois, hein, de toute façon, qui sont abîmés comme ça. Donc tu peux traquer ce genre de défaut que tu peux avoir. Donc là, très fragile à cet endroit-là, fragile également ici, ça c'est avec les vibrations certainement. Cette partie-là, par contre, non. Celle-ci, c'est une pièce qui doit être faite en fonderie directement, donc elle est, on n'a pas trop de problèmes. Mais vraiment, le plus gros des problèmes que tu vas avoir, c'est directement ici au niveau de son insert. Ça, c'est vraiment la galère quand il casse à ras. Bon, toujours pareil, tu vérifies, c'était mis à l'air ici, et donc on va parler de la transmission, la suite. Pour transmettre aux roues avant, tu vas avoir ta paire de cardans, d'accord. Donc les cardans, il y a pas mal de choses à dire dessus, et on va passer également les différents points et les différentes fragilités possibles sur ces organes. Donc les cardans, alors on est monté, comme je t'ai dit, fragilité ici directement à l'entrée. Et tu vas avoir typiquement des problèmes ici au niveau des soufflets. Donc le plus souvent, tu vas trouver des soufflets qui sont complètement ouverts. Bon, typiquement ça a été touché, tu vois. Donc arrêtez de mettre des colliers comme ça, les gars. C'est vraiment, enfin soit, mais bon, ça fonctionne, hein, je dis pas, mais ça crée un balourd déjà. Bon, c'est pas ça le pire, hein, sur du Lada. Au niveau équilibrage, on va dire qu'on a des bonnes tolérances, mais enfin, faites un truc un peu plus propre que ça, quoi.
Donc typiquement, on peut avoir des soufflets qui se crèvent et donc tu as toute la graisse qui part et ça met pas longtemps avant de claquer. Donc ça, côté pont ou côté moyeu. Donc ici, bon, celui-ci il est en bon état encore, tu vois. Mais tu peux avoir donc des problèmes de soufflets qui craquent et qui déversent toute leur graisse. Donc à ce niveau-là, donc que ça soit conducteur ou passager. Typiquement, je vais t'en montrer un ici. Voilà, donc là par exemple celui-ci. Voilà, donc là lui il est crevé. Donc là ça va pas mettre longtemps avant de claquer. Bon, côté moyeu il est toujours bon. Mais voilà, on est typiquement sur le genre de casse qu'on peut avoir. Celui-ci, bah là celui-ci tu vois, ça y est. Il est en train de lâcher. Voilà, donc là il est ouvert. Donc lui il est mort aussi. Donc là les soufflets sont à revoir, sont à refaire. Et là également. Et donc là à l'intérieur, donc tu vas trouver des billes. Ce qu'on appelle typiquement tout ce qui va être joint homocinétique, ce genre de choses. Donc au niveau du jeu, tu vas pouvoir prendre du jeu directement au niveau des cannelures ici. Donc ça c'est suite à manque d'entretien, ce genre de choses, où tu vas avoir des cannelures ici qui sont bouffées, donc tu attrapes du jeu. Tu as deux montages. De mémoire, tu vas avoir les premières productions et jusqu'à 2004, si je dis pas de bêtises, tu es en 22 cannelures. Et tu passes à 24 cannelures à partir de 2004. Je pense qu'ils sont plus costauds. J'ai pas encore eu l'occasion d'en tester, ni d'en rouler, ni d'en voir. Donc voilà, j'ai toujours eu des modèles assez anciens. Moi j'aime bien le 1600. Donc typiquement tu peux avoir du jeu qui se crée à cet endroit-là. Et tu vas avoir également du jeu directement ici au niveau de tout ce qui va être partie homocinétique. Donc dans ce logement ici et côté moyeu également. Pour traquer ce jeu là, le plus simple, tu immobilises ici et tu regardes voilà, d'avant en arrière. Majoritairement tu vas avoir du jeu comme ça à la rotation. Et voilà, quand ça commence, c'est tout, c'est que c'est usé. Tu peux les démonter. De mémoire, on peut les bricoler, on peut retourner les supports et puis faire travailler les billes dans un axe différent. Ça les prolonge un petit peu, c'est possible. Ou alors, bon, tu peux directement les changer. Typiquement, en général, moi j'ai toujours trouvé davantage de jeu côté moyeu que côté pont. C'est peut-être dû simplement aux roues qu'on utilise. Voilà, en général, ça a tendance quand même à prendre plus de jeu de ce côté-là en premier par rapport à là. Mais là, c'est pareil. Si tu veux, il faut tester et vérifier le jeu que tu peux avoir. Et quelquefois, tu peux avoir un clac-clac qui est vraiment très impressionnant. Et voilà, donc ça, c'est des montages d'origine avec ici la partie où tu vas venir t'encastrer dans ton moyeu. Tu as ton disque de frein qui est ici et tu viens le verrouiller ici en bout directement. Donc pensez à bien le graisser. Et ici, bon voilà, tu as toujours un petit peu de graisse parce que ici, c'est la partie où on va avoir vraiment les roulements. Typiquement, il faut que je te parle, c'est du type de barreau que tu vas pouvoir trouver au centre. Alors, ça va paraître un petit peu bizarre, mais il existe des cardans de type élastique. En réalité, alors ils ont tendance à moins casser. Ça a été développé pour justement pallier au fait qu'on cassait quand même assez facilement les cardans et les transmissions avant sur les Lada, notamment en reprise d'adhérence. Parce que tu imagines, quand tu as une roue qui a un gros diamètre, admettons du 700 par 16 ou des trucs comme ça, ou du 650 déjà, c'est déjà pas mal, et que tu es en pleine accélération, que tu patines, tu as ta roue qui est en pleine rotation à grande vitesse et qui va reprendre une adhérence, tu vas donner un coup avec une roue qui a énormément d'inertie, qui a énormément de poids, sur une pièce qui n'a pas beaucoup de diamètre, qui n'a pas beaucoup en réalité de résistance, qui n'est pas usinée de façon vraiment indestructible. Et typiquement, le barreau qui est ici va transmettre cette force et va la faire remonter. Tu peux avoir des casses qui opèrent même jusque dans le pont en retransmettant ce mouvement. Donc typiquement en reprise d'adhérence, comme je te disais. Et pour pallier au problème, eh ben, on a développé à une époque, alors je ne sais pas qui faisait ça, mais c'était des cardans dits élastiques. Et en réalité, le barreau qui est ici était remplacé, il était usiné dans un métal qui était plus mou, on va dire, tout simplement. Et à la rotation, il avait une capacité à flexer, si tu veux, à prendre une torsion et donc à amortir, à jouer le rôle d'amortisseur entre la partie ici côté moyeu et la partie côté pont. Donc lui, il emmagasinait et il encaissait, si tu veux, la force des reprises d'adhérence.
Et malgré tout, il était suffisamment résistant pour, en usage normal, transmettre le mouvement donc de ton pont à ta roue. Mais voilà, il était là pour avoir cet effet élastique. Donc ça, il faut savoir que ça existe. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'on peut en refabriquer? Tout ça, bon ça... moi perso j'en ai jamais eu, ou alors j'en ai eu sans le savoir, mais voilà, ça peut être une piste à creuser, et si tu le savais pas, je te communique l'information, ça existe. Bon, dernière partie, le pont arrière, dernier organe concernant la transmission. Donc je vais te parler de tout également. Donc, tu vois, on a quand même déjà balayé pas mal de choses. Vidéo en condition, hein, de toute façon. Encore une fois, si tu découvres la chaîne, tu sais bien, moi ici au niveau des vidéos, le but c'est de transmettre de l'information. C'est pas la forme, si tu veux. Je fais pas pour faire du putaclic en immédiat et puis tout de suite enchaîner avec une autre vidéo et puis encore une autre vidéo et puis encore une autre vidéo et un commentaire de commentaire de commentaire. Le but c'est de traverser les années et de traiter surtout des organes, des informations, des informations techniques et du vécu, de l'expérience entre guillemets, modestement, concernant ces véhicules, et transmettre l'information, parce que d'année en année, c'est des véhicules qui vieillissent quand même, c'est des véhicules qui sont de moins en moins en bon état. Tout ce qu'on récupère et tout ça, c'est toujours, voilà, c'est des trucs assez vieillissants, mais c'est toujours fourni en fait. Tu peux toujours avoir des Lada qui ont légèrement évolué, mais qui fondamentalement vont rester de conception quasiment identique à ce que c'était dans les années 70, quoi, tu vois. Donc on parle sur le pont arrière. Donc on va parler de la transmission et un petit peu également des tirants et machin, parce que c'est des éléments qui sont rattachés au fait que c'est un pont rigide, donc c'est pas des éléments de transmission à proprement parler, mais ils sont toujours fixés dessus, donc je vais t'en parler quand même, et c'est des éléments qui peuvent avoir des problèmes également. Donc le pont arrière, rigide, tu vas fonctionner exactement de la même façon. Donc là tu as la partie nez de pont, donc là si tu démontes la totalité, tu sors les demi-arbres arrière, tu sors ton nez de pont et tu retrouves ton bâti. Le principe du nez de pont, tu l'as vu ici, donc c'est la pièce qu'on va trouver là. Toujours pareil, les histoires de ratio que tu vas avoir. Et donc c'est majoritairement sur ces parties-là où, quand on souhaite améliorer au niveau capacité de franchissement, on va plutôt aller mettre un différentiel soit à glissement limité, soit à blocage de pneumatique ou auto-bloquant si ça existe, à l'arrière. Donc là tu te retrouves vraiment avec un véhicule qui va toujours motricer de l'arrière. S'il perd de l'adhérence d'un côté, il va répercuter de l'autre, parce que on a toujours cet effet différentiel d'origine où, par exemple, quand tu vas perdre de la motricité sur une roue d'un côté, tu vas envoyer la totalité de ta motricité et de ta transmission, de ta puissance de transmission et de ta rotation sur la roue qui patine. Sauf si tu peux contrer par intermédiaire soit d'un glissement limité ou d'un blocage intégral. Donc principe identique que sur la boîte de transfert. Et là, tu comprends bien qu'on peut avoir des situations où on est malheureusement immobilisé quand on va avoir des roues qui diamétralement opposées vont patiner. Quand tu vas avoir plus de 2 roues qui commencent à patiner, là, tu as le problème où tu as beau bloquer au niveau central, il faut aller chercher de la motricité par tous les moyens, donc quelquefois en allant gratter à gauche à droite. Donc quelquefois tu vas avoir beaucoup les personnes qui vont chercher avec le volant à aller chercher de la motricité à gauche et à droite, parce que c'est les seules roues qui sont directrices qu'on peut tourner, celles de l'arrière étant fixes au niveau de leur axe. Voilà, si elles commencent à patiner, elles sont toujours bloquées, elles sont pas possibilité d'aller grignoter sur les côtés comme des roues avant. Donc on cherche par tous les moyens, ou alors tu répartis ton poids dans la voiture d'une façon différente pour rajouter de la motricité, ou alors tu as une personne à l'extérieur qui agite tout ça. Enfin voilà, tu le fais à la russe entre guillemets. Donc si tu veux l'améliorer, typiquement, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Tu vas avoir après donc des demi-arbres qui, à la différence des cardans, n'ont pas besoin d'avoir cet articulé, parce que c'est le pont qui va être articulé de façon générale. Tu vas avoir le pont complet qui lui ne se déforme pas, mais qui va s'adapter avec sa suspension au terrain, avec les tirants qu'on a là. Donc c'est un pont qui, au niveau de ses fixations, tu vois ici, donc il est rattaché par les amortisseurs à l'arrière. Les amortisseurs viennent reprendre directement sur la caisse. Tu as une barre panhard qui reprend sur la caisse, donc ça c'est uniquement pour garder le pont
centré par rapport à la caisse, quand on va avoir la variation de distance entre la caisse et le pont va avoir tendance à se décaler un petit peu sur la droite parce qu'il est tenu par cette barre point-art. Pour contrer le problème, en général, que ce soit sur les Land ou sur les Lada, tout ça, bah, c'est tout ce qui va être parallélogramme de watts, par exemple, qui va permettre à ton pont de travailler toujours bien dans l'axe comme ça et ne pas décaler. Bon, pour l'arrière et pour un Lada, une barre point-art fait tout à fait le boulot. Le seul truc étant que si tu as par exemple une Reos, il faut remodifier tes longueurs, donc tu recalcules. Et ta barre point-art demande à être allongée si tu es rehaussé par exemple, pour avoir et conserver un même axe et un même trajet de roue entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Si tu as une Reos et que tu laisses une barre point-art d'origine, ton pont va avoir tendance à décaler vers la droite, donc côté passager, et tes roues ne seront plus dans l'axe. Tu vas être légèrement décalé, tu vas rouler entre guillemets un petit peu en crabe, mais bon, enfin sur un Lada tu le sens pas en fait, hein. Mais pour bien faire les choses, il faut reprendre les mesures. Donc tu es fixé à cet endroit là. Là ici tu vas avoir la petite partie qui va donner l'angle au niveau de ton pont comme ça, et qui va être relié directement au répartiteur de charge pour le freinage. Répartiteur de charge qui doit être fixé ici quelque part à peu près. Tu as tes câbles ici de frein à main arrière qui prennent donc dans les tambours, donc freinage à tambour ici en aluminium, hein. Donc voilà, ça c'est de l'ingénierie russe, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Bon, t'as quand même de l'acier, hein. T'as un insert d'acier et tout ça dedans, mais au passage, voilà, tambours qui ont tendance, alors ceux-là sont pas cassés, mais tout le monde donne des petits coups comme ça de marteau, hein, évidemment, et puis ils se découvrent que bah, l'aluminium ça se casse. Non, il faut bien démonter ici au centre, au niveau du demi-arbre ici, et le sortir sans l'abîmer. Il faut relâcher la pression au niveau des mâchoires internes. Donc c'est pour ça majoritairement tu vas très régulièrement trouver des tambours de frein ici qui sont complètement brisés sur tout le tour. C'est très rare d'en trouver des comme ça en très bon état. Ceux-là sont vraiment bons. Bon après je sais pas dedans comment ils sont, mais voilà, ça doit pas être génial quand on voit l'état externe. Donc après, tu es tenu également par les tirants ici que tu vas avoir. Enfin, voilà, tirants ici au niveau supérieur. Et tu vas avoir ici des tirants qui vont venir se refixer. Ça fait toujours ça quand c'est neuf, qui vont se fixer directement ici à la caisse. Donc à gauche et à droite. Donc voilà, tu es tenu 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la barre point-art, 7. D'accord? Donc ça, c'est tous tes points de fixation. Alors, tu peux avoir ces points de fixation là au niveau de la caisse. Quand là c'est pourri à cet endroit là, c'est très mauvais. Tu as les tirants qui se baladent et tout ça, c'est pas bon. Tu peux avoir les tirants de pont comme ici qui plient, soit parce que tu es un abruti, tu l'as pris au Fenwick comme moi, tu l'as levé et puis tu l'as tordu. Donc ça arrive. Bon, j'en ai plein, hein. Ça allait plus vite au Fenwick en fait. Et tu peux aussi les poser sur des ornières, sur des cailloux, tout ce que tu veux. Et bah, c'est toujours pareil, hein, c'est des parties qui sont creuses. Donc c'est très facile de les tordre. Là par exemple celui-ci est en très bon état. Enfin, il n'a pas l'air comme ça, mais il est bon, hein. Donc il est parfaitement droit. D'accord. Donc tu vas avoir des problèmes au niveau donc, de son axe. Tu peux les renforcer en soudant une cornière dessus, dessous, tu te débrouilles, donc tu lui remets un renfort supplémentaire. Fais attention en soudant parce que tu vas faire chauffer au niveau des cylindres blocs. Cylindres blocs qui peuvent prendre du jeu, qui sont, enfin bon, c'est très archaïque, hein, comme tu vois. Donc jeu que tu peux avoir ici, et tu peux également avoir du problème ici directement avec les soudures d'origine. Bon, celui-là est bon, mais les soudures quelquefois d'origine sont faites à côté en fait, et ils vont avoir tendance à se dessouder et à se casser directement là. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de casse que tu vas trouver. Donc ça sur les tirants de pont arrière. Ceux-là c'est assez rare de les casser. S'ils cassent, ça va être vraiment ici au point des articulations, enfin des soudures qu'on va avoir ici. Et après sur les amortisseurs, honnêtement c'est pareil, c'est assez rare de les casser. La seule chose c'est que bah, on peut travailler sur ces points d'ancrage, les remodifier quand on fait des Reos, ou alors monter des amortisseurs qui ont des capacités de Reos supérieures, parce que là bah, comme tu vois ils sont embutés, et c'est ce qui va limiter au niveau des débattements éventuellement. Voilà, donc carter de pont en lui-même il va avoir un problème également.
Tu peux avoir des carters de pont qui plient. Ah ouais, non, mais le Lada, c'est pas triste, hein, je te garantis. Hein. En fait, tout peut casser. Mais bon, c'est marrant. Hein. Par contre, c'est une excellente voiture si tu veux apprendre la mécanique. Hein. Ça, si tu veux. Ça a été ma première caisse. À 18 ans, j'avais un Lada. Donc, comment tu veux que je fasse pas de la mécanique et tout par la suite? J'ai tout cassé. C'est comme ça que j'ai appris la mécanique. Qu'est-ce que tu crois? Donc, Lada, carter de pont arrière qui plie. Comment ça arrive? Toujours pareil. Usage où tu les poses sur quelque chose, ils ont tendance à se tordre. En fait, des bâtis de pont comme ça, une fois que tu as démonté les demi-arbres, le nez de pont et que tu as sorti les tirants, le bâti en lui-même, il pèse rien. Hein. Il est vraiment pas lourd. Et donc, il va avoir tendance à se tordre complètement. Il faudrait que je t'en mette un. Là, j'en ai un qui est démonté, qui est ouvert. J'aurais pu te montrer. Mais bon, tu vas comprendre. Et donc, la solution, ça va être déjà d'en trouver un qui est bon et de le renforcer. Alors, tu peux le renforcer avec un U que tu vas venir souder, enfin une cornière en U que tu vas pouvoir venir adapter et souder. Pour faire ça, déjà, tu prends un bâti de pont qui est en bon état au départ. Donc, t'en cherches un qui est pas tordu. Hein, si jamais tu veux le renforcer toi-même. Tu fais une marque au niveau du centre. Tu repères ton centre de pont. Et après, tu vas aller mesurer tes distances en diagonale jusqu'à la partie passager, partie conducteur. Et tu relèves tes mesures et tu vérifies que tu as des mesures qui sont identiques. Tu fais ça au-dessus et en dessous. Et tu compares. Tu regardes où est-ce que tu en es et tu vérifies bien que ton pont déjà au départ n'est pas tordu et qu'il va être exploitable pour un renfort. Et après, tu peux retrouver sur internet, hein, tu tapes bâti, renfort de pont arrière, machin, tu vas avoir pléthore de résultats. Et t'es parti. Donc tu décapes tout ça et puis tu adaptes des cornières ici, des U, et tu vas venir ressouder. Toujours pareil au niveau de soudure, bon je vais pas t'apprendre, mais voilà, tu soudes pas le cordon d'un seul coup, tu fais petit point par petit point, ne va pas le vriller justement au moment du soudage, à vouloir faire mieux, et au final tu vas faire pire, d'accord? Donc là on va avoir fait le tour, je pense, au niveau des différents éléments de cette transmission. C'est une vidéo qui est très longue. Normalement j'ai balayé la totalité des pannes, des casses et des explications que j'ai pu te fournir sur ces éléments. Qui viennent de l'expérience que j'ai pu avoir avec toutes les années que j'ai pu avoir au volant des Lada et des différents modèles que j'ai eu. Donc voilà, avec les éléments qui sont vraiment ici pour t'illustrer. C'est crasseux, hein, je suis d'accord, mais c'était vraiment la bonne occasion de tout avoir au sol et de pouvoir tout isoler au niveau de ces éléments sans avoir de coque autour, sans avoir le véhicule. Parce que quand tu as un véhicule, c'est jamais évident, quoi. Il faut être à l'intérieur, à l'extérieur, redescendre, remonter. Et puis, on ne comprend pas aussi bien que quand on a tout comme ça au sol et qu'on traite élément par élément et qu'on voit vraiment comment le véhicule est conçu. Donc normalement, j'ai balayé la totalité des pannes et des défauts qu'on peut avoir. Bon, typiquement ici, tu vois, celui-ci, en plus, c'est pareil, quand on l'a manœuvré, à mon avis, on l'a reculé. Tu vois, il est enfoncé à cet endroit-là. Donc, par contre, ça, c'est des tôles qui sont relativement épaisses comparé à des Land Rover ou tout ça. Par exemple, tu prends du range classique Disco 1. Ça, c'est typiquement des tôles qu'on arrive à perforer, nous. C'est pour ça qu'on met des coquilles de pont. Bon, il suffit de les renforcer, hein, c'est pas ça le problème. Mais là, ici, on n'a pas trop le problème. Tu vois, tu as une bonne ferraille au niveau épaisseur. Donc, niveau qui se fait ici. Et la vidange, tu as dû la voir, hein, elle est située au point le plus bas. Voilà, ici, bouchon de vidange. D'accord? Voilà, donc là j'ai vraiment fait le tour. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as encore des autres questions, interrogations, ou si tu n'as pas compris au niveau des différentes explications. Je réponds toujours, quelquefois je mets un peu de temps, mais je lis tout le monde et puis j'essaye de répondre à mesure du possible, le plus vite possible. J'ai conscience que ça a été peut-être un petit peu long pour vous, mais moi je voulais vraiment balayer tous ces éléments de transmission avec vous, en profiter, avoir l'occasion et traiter la question de fond en comble. La boîte de vitesse, elle, méritait une vidéo vraiment à part, parce qu'il y a vraiment des problèmes qui sont spécifiques et on peut en parler pendant un petit moment.
Mais là, vraiment, au niveau transmission, je pense avoir vraiment tout balayé. C'était aussi important pour moi d'avoir tout au sol comme ça pour pouvoir vous expliquer au niveau du fonctionnement et j'espère aider les personnes au niveau de la conduite et du fonctionnement de leur véhicule. Quelquefois, ils n'ont même pas le manuel d'atelier ou le manuel du conducteur avec le véhicule, et puis on achète un Lada parce que souvent on rentre dans l'univers 4x4 avec le 4x4 le moins cher possible ou le plus abordable, et puis au niveau marché d'occasion. Et typiquement, c'est le Lada. Donc ça permet à beaucoup de personnes de découvrir l'univers du 4x4. Moi, ça n'a pas été mon premier 4x4, ça a été le premier 4x4 avec lequel j'ai pu rouler parce que à 18 ans, les problèmes d'assurance, tout ça. Donc j'avais un Range V8 dans la cour, mais bon, l'assureur, il était un peu blanc, quoi, tu vois. C'était pas chaud pour me mettre un 23 chevaux direct à 18 ans. Donc j'ai dû commencer avec un Lada. Mais dès que j'ai pu, je suis passé sur d'autres véhicules. Mais j'ai toujours conservé une affection particulière pour ce modèle parce que la conception russe, il y a le côté un peu décalé de rouler avec une voiture conçue, je vais pas dire en fin fond de la Sibérie, mais quasiment. Mais tout ce que ça porte, et ça comporte aussi en partie historique avec la période soviétique, qui n'est pas ma période favorite, hein. Je suis absolument pas adepte de ça et j'ai voyagé dans des pays où on voit les dégâts que ça a pu causer. Enfin, c'est non, pour rien au monde, je veux vivre sous un régime comme ça, quoi. C'est ce qu'il y a de pire au monde, hein. C'est un truc, c'est abominable. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais et ça se traduit également au niveau des voitures, parce que quand tu vois et que tu démontes quelquefois au niveau des Lada, ou que tu vois comment c'était conçu, ou les éléments de confort, pour moi c'est des pièces de musée, mais de musée de jusqu'à quel point on peut mettre dans la bêtise quelquefois aussi, et dans le peu de qualité de réalisation, des problèmes à n'en plus finir, quoi. Mais je trouve ça marrant et décalé finalement de nos jours de pouvoir utiliser ça. Et hormis tout ça, c'est un 4x4 qui est marrant, qui est pour faire ce qu'on doit faire avec. Il fait très bien le taf. Donc voilà, j'essaierai de vous faire peut-être d'autres vidéos concernant le Lada et tout ça. J'ai toujours eu finalement envie d'en avoir un et d'en conserver un parce que voilà, comme je dis, il y a ce côté décalé. C'est fun de rouler en Lada. C'est une auto marrante. Et voilà, j'ai passé des bons moments à son volant, mais heureusement que j'ai pas que ça dans la vie. Allez, je vous laisserai là-dessus. Et bon courage à vous si vous vous lancez dans la restauration ou l'entretien du Lada.